J'ai l'impression que quand on a une maladie rare, c'est pas normal, ça c'est un message aussi à faire passer au niveau des médecins, on est d'office, les médecins vont d'office douter de nous en disant mais on ne voit pas la maladie, donc cette personne-là est en train de nous mener en bateau, quoi. Alors on doit toujours justifier qu'on a mal, même si ça ne se voit pas. On doit toujours mener des doubles ou des triples combats. Depuis plus de 30 ans, Laurence vit avec de la fatigue et des douleurs musculaires et articulaires intenses. Ne sachant les expliquer, les médecins ne les prennent jamais au sérieux et parlent de dépression, de burn-out. Elle sent pourtant que quelque chose dans son corps ne tourne pas rond. Mais personne ne l'écoute. Alors elle serre les dents et elle s'accroche. Pendant des années, elle se bat pour conserver un emploi, malgré ses symptômes. À 45 ans, après des années d'errance, voire de violence médicale, Laurence obtient enfin un diagnostic. Elle est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare qui explique tous ses symptômes. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Mais c'est le début d'un autre combat, celui des maladies rares et de l'inclusion face à sa perte de mobilité. Depuis, elle porte la voix de ces nombreux patients de l'ombre, confrontés à un manque de reconnaissance à de nombreux niveaux. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. Laurence m'accueille avec le sourire dans un appartement chaud et douillet, aux couleurs pastel. À ses côtés, un adorable petit chien blanc tout aussi doux. C'est comme si la douceur de son cocon et de son compagnon venait compenser la dureté des douleurs avec lesquelles ils cohabitent. Léon Allez, viens Bon peut-être on peut présenter qui est ce petit chien qu'on entend. Alors, Léon, c'est mon petit compagnon de la journée. Je vais aller le chercher pour qu'il se taise quand même. Ici, c'est mon lieu de vie et c'est aussi mon bureau professionnel. Donc, en fait, c'est là où je travaille de la journée et en fonction de mes douleurs, de mon inconfort, bien soit je travaille dans le fauteuil, soit je travaille assise, couchée, avec des couvertures chauffantes, avec des bouillottes ou au lit parfois quand ça ne va pas, même en pyjama. Et le meilleur des jours, bien j'arrive à tenir assise à table pour pouvoir travailler. Chez Laurence, tout est pensé pour éviter qu'elle se blesse. Tout est dégagé et les meubles sont disposés pour qu'elle puisse s'y tenir et se déplacer sans risquer de trébucher. Car si elle trébuche, Laurence se foulera la cheville. Une énième foulure à la longue liste depuis son enfance et qui ont fortement abîmé ses articulations. Chevilles, poignets, doigts. Ce qui la rend aujourd'hui très peu mobile et douloureuse. Laurence est hyperlaxe. C'est-à-dire qu'elle possède une élasticité excessive des tissus, comme les muscles, les tendons et les ligaments. Un peu comme une contorsionniste. En cause, une mauvaise qualité de son collagène, une sorte de ciment qui compose tout notre corps. C'est une caractéristique de sa maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Mais ça, elle ne le sait que depuis 3 ans. Je me souviens qu'en secondaire, quand on jouait au volley, dès que je recevais une balle, mes doigts partaient en arrière. Donc, mais alors ils partaient en arrière, mais ils se remettaient. En fait, c'est comme si j'avais des ressorts dans les doigts. Chaque fois que j'arrivais aux urgences, on reprenait mon dossier. La multitude des blessures, je vais dire, était là, mais on n'a jamais fait un lien avec cette récurrence dans les blessures. Pour eux, j'étais trop brusque, alors que non, j'ai toujours été quelqu'un de très calme. C'est pas moi qui allais monter dans les arbres. À l'adolescence, à force de multiplier les blessures, les douleurs musculaires et articulaires persistent et commencent à s'installer dans son quotidien, ainsi que la fatigue.
chaque fois que j'allais chez le médecin, un spécialiste ou le médecin traitant, en disant écoutez, j'ai une fatigue, mais je sens bien que c'est pas une fatigue normale, il y avait toujours une explication. Oh, mais c'est la météo, tu sais, on est dans une sale période, tout le monde est fatigué. Oh, mais oui, mais on approche des vacances, t'as besoin de repos, t'as besoin de vitamines. Diagnostiqué, je pense, une dizaine de mononucléoses. J'ai l'impression d'avoir été un peu roulée dans la farine à certains moments et de ne pas avoir été prise au sérieux depuis très longtemps, en fait. Malgré ses douleurs et sa fatigue, Laurence devient une enseignante dynamique et investie. Vers 26 ans, un projet bébé arrive avec son compagnon. Mais c'est là que tout bascule. Avec son collagène de mauvaise qualité et ses tissus hyperlaxes, la grossesse fait monter ses douleurs en flèche. Là, en fait, j'ai vraiment senti au niveau de mon corps qui s'écartelait, en fait. J'avais vraiment des douleurs au niveau des jonctions. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps et la fatigue. Et donc là, le gyné, de nouveau, oui, mais vous savez... Enfin, c'était sur le coup de la grossesse. Avec son col hyperlaxe, Laurence accouche de manière extrêmement rapide. Mais le lendemain de la naissance, lorsqu'elle se lève, ses douleurs prennent des proportions intolérables. J'avais l'impression que je tombais dans une marmite de douleurs articulaire, musculaire et de fatigue, tout comme Astérix est tombé dans la potion magique, quoi. Moi, je suis tombée vraiment dans cette douleur. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Et quand je l'ai dit aux infirmières et au gyné, on m'a dit « Oh, mais c'est normal, vous ne vous rendez pas compte par quoi vous êtes passé, donc oui, ok, mais ça va durer au moins 1 an et demi, le temps que le corps se remette, il faut du temps que les choses se remettent. » Et je dis, mais moi, si j'ai ça pendant 1 an et demi, je me dis, mais ça va pas aller, quoi. Et puis, bon an, mal an, retour à la maison, allaitement de mon petit garçon. Et là, de nouveau, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, parce que l'allaitement mécaniquement se passe super bien, mais je ne supporte pas en fait le contact de mon bébé et de ma peau. J'avais l'impression en fait que c'était une boule de feu, que je ne savais pas expliquer ça. Maintenant, je l'explique parce que j'ai le recul et que j'ai lu, je me suis renseignée. Et en fait, ce qu'il y avait, c'est que j'avais une hypersensibilité de toutes les terminaisons nerveuses au niveau de la peau. Et je me souviens d'une infirmière ONE qui était passée à l'époque. Alors, je lui avais expliqué ça avec mes mots. Et elle m'avait dit, vous savez, chez certaines mamans, l'instinct maternel n'arrive jamais. Et je me suis dit, mais enfin, de quoi elle me parle ? Enfin, j'avais l'impression que mon instinct maternel se développait. Puis j'en ai parlé une deuxième fois aussi à une infirmière qui était revenue de nouveau avec cet instinct maternel, quoi. Et après, j'en ai plus parlé, je n'ai plus rien dit du tout. J'ai essayé de trouver des alternatives pour que ça se passe mieux et que j'ai moins mal. Alors que son fils est en bas âge, Laurence lutte physiquement. Je me rendais bien compte que mes douleurs n'étaient pas des douleurs normales de prendre un bébé dans ses bras. J'étais complètement cassée, j'avais l'impression qu'un bulldozer m'était passé dessus. Au niveau fatigue, je ne récupérais pas. Et en septembre, je suis rentrée à l'école et tellement douloureuse et tellement fatiguée, je me suis enfermée dans les WC. Et j'ai appelé le papa de mes enfants en disant « Écoute, ça ne va pas, quoi ». Donc, il m'a emmenée chez notre médecin traitant de l'époque. Et elle m'a diagnostiqué un burn-out. Comment toi, tu réagis à ce diagnostic ? En fait, on était en 2005. On parlait pas beaucoup de burn-out. Et donc, l'explication qu'elle m'en donnait...
Ouais, ça pouvait me sembler rationnel. Je cumulais mon travail d'enseignante, hyper investie, la naissance de mon bébé, gestion du bébé, de la maison et autres. Et puis, quelque part, je ne me voyais pas remettre la vie du médecin en cause. Je n'ai aucune expertise dans la médecine. Laurence est mise en arrêt maladie pour burn-out. Et on lui prescrit des anxiolytiques, puis des antidépresseurs qu'on la force à prendre. En février, suite à une gastro-entérite, sa pilule ne fonctionne pas et elle se retrouve à nouveau enceinte. Et là, ses douleurs repartent en flèche. Là, clairement, après ces 2 accouchements-là, moi, j'avais l'impression d'être cassée. Mais vraiment, d'avoir eu un corps qui avait été cassé en 1000 morceaux, là, je n'arrivais plus à rien faire. Même aller travailler, c'était plus possible. J'avais la gestion des 2 enfants. En 2009, Laurence sature face à l'ignorance des médecins, qui restent sourds à ses douleurs. Elle plonge dans une vraie dépression cette fois. Elle se retrouve même hospitalisée en psychiatrie. Une expérience traumatisante. On m'a hospitalisée pendant 4 mois. Mais de nouveau, j'ai pas été soignée pour les plaintes que j'avais, quoi. Donc, à partir du moment où on ne me soignait pas pour ce que j'avais, qu'est-ce que je faisais là? Et j'avais beau le dire à la psychiatre, j'avais beau le dire aux infirmières, me disaient, oui, mais regardez, on vient 10 minutes on vient dans votre chambre, vous êtes couché, vous avez mal partout, ça ne va pas. Et puis 2 heures après, vous avez pris une douche, vous êtes pimpante, vous êtes habillée, tout va bien. Parce que c'est une des caractéristiques de la maladie, ce sont vraiment des crises en fait. À ce moment-là, c'est la descente aux enfers pour Laurence. Elle n'est plus capable de travailler, se sépare de son compagnon, perd sa maison, la garde de ses enfants. C'est sa maman qui l'aide à remonter la pente en lui proposant de venir s'installer chez elle pour la soulager de la logistique. Elle se concentre alors uniquement sur son travail et réussit à reprendre son poste d'enseignante pendant 4 ans. Mais en 2014, la maladie remonte encore d'un cran. Et là, j'ai dit, je ne saurais plus rester en classe. C'est plus possible de rester debout. Je faisais 30 km aller, 30 km retour pour aller travailler. Je n'y arrivais plus. Et donc là, je me suis rendu compte qu'au niveau de mon corps, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais que la médecine ne trouvait pas. Donc, comme la médecine était vraiment aveugle, sourde et muette par rapport à ce que je ressentais, mes douleurs et ma fatigue, je ne pouvais compter que sur moi-même, quoi. Le problème, c'est que quand on n'a pas une reconnaissance comme ça de maladie pour pouvoir se réorienter, bouger professionnellement, c'est hard. Et en fait, vraiment grâce notamment au bénévolat ou des trucs comme ça, j'ai eu des opportunités d'emploi qui sont arrivées un petit peu comme ça, comme un petit Pokémon qui arrive là quand on joue à Pokémon Go là, et j'attrapais l'opportunité, je la saisissais et j'essayais de travailler, mais c'était compliqué parce que je me rendais compte aussi au niveau attention et au niveau concentration, c'était de plus en plus compliqué. En 2018, de nouveau, la maladie évolue fortement. Là, je quitte l'emploi dans lequel je suis. Je vais voir une psychiatre. Je vais voir une psychiatre en lui disant, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive plus à m'adapter. On fait différents tests. Et puis, à un moment donné, elle veut de nouveau me redonner des antidépresseurs et des trucs pour dormir, des médicaments pour dormir. Et là, je me suis fâchée. Je me suis fâchée en disant non. Vous entendez tout sauf mes douleurs musculaires, articulaires et ma fatigue. C'est pas normal. J'ai des boulots que j'adore, des boulots super intéressants. Je ne tiens pas à cause de mon corps. Et maintenant, mon attention et ma concentration qui posent problème. Alors là, elle a commencé à me parler de maladies qu'on ne connaissait pas encore.
Et elle m'envoie chez un médecin traitant dans la région. Et lui m'a pris au sérieux. Ouais. C'est le premier, finalement. Oui. En 2020, pendant le Covid. Il a pris 6 mois, il m'a fait des prises de sang, à 250 €, des trucs qui n'étaient pas remboursés. Mais il me déshabille aussi. C'est aussi un des seuls médecins qui m'a demandé de me mettre en sous-vêtements. En janvier-février 2020, il me dit « Je pense que tu as le syndrome des lers dans l'os ». Laurence est envoyée chez le seul spécialiste de sa maladie en Belgique, à Bruxelles. En fait, il a mis en place un puzzle où il a repris toutes les pièces depuis l'âge de 8 ans et toutes les difficultés que j'avais. Ça a dû te faire un bien fou. Alors, oui, ça m'a fait un bien fou d'avoir le nom d'une maladie. Par contre, là où ça a été tout de suite moins marrant, c'est que il n'existe pas de médicaments. Ah oui. Donc, ça veut dire que si la science ne fait pas des avancées, pas de médicaments, que je vais devoir vivre comme ça avec. J'apprends également qu'il y a beaucoup de chances que mes enfants soient touchés et on a fait les analyses, j'ai transmis à mes enfants et qu'il va falloir que j'adapte ma vie par rapport à ces symptômes, quoi. Là, je redeviens un peu actrice de ma vie parce que jusque ce jour-là, c'est la maladie en fait qui avait le pouvoir, qui était actrice de ma vie et qui me faisait tomber chaque fois que j'avais une crise dans la maladie en fait. Tandis que depuis, je sais que la maladie va évoluer, donc en fait, je vis toujours en anticipation. Suite à son diagnostic, Laurence peut enfin rentrer un dossier à la VIC pour obtenir une reconnaissance de sa maladie. Elle se rapproche aussi de Radiorc, une association de défense des droits des patients atteints d'une maladie rare. Je me suis dit que c'était aussi une façon de secouer le cocotier auprès des politiques, en fait. De leur dire, mais enfin, vous voyez pas le nombre de personnes qu'on est. On est en Belgique, on est en 2025 et j'ai pas de médicaments. Et au niveau de mes vitamines, ce dont j'ai besoin, sinon je dépéris, c'est pas remboursé. J'ai utilisé aussi le fait que j'avais travaillé auparavant en cabinet politique. Donc, je connaissais certains politiques. Donc, je suis allée toquer à leur porte, notamment l'année passée en janvier-février, pour que ici à Charleroi, une action soit menée pour le jour international des maladies rares. Donc, c'est comme ça qu'un drapeau a été placé sur la façade de l'hôtel de ville. J'ai reçu l'échevine de la santé et de réduction des inégalités sociales et du handicap, pour parler notamment des maladies rares et de l'impact que ça pouvait avoir sur l'individu aussi bien en termes économiques, parce que j'ai la chance ici de continuer à travailler, mais économiquement, quand on ne travaille plus, voilà. C'est hard, hein, et tous les soins qu'on doit payer. Je suis chez le kiné 3 fois semaine. Le seul spécialiste de ma maladie est à Bruxelles. Je pense que son tarif pour 45 minutes, on est à 150 € la consultation. Nous, on est 3. Hein. Ouais. Donc, mon fils, ma fille et moi. Donc, quand je prends 3 rendez-vous à queue de leu, c'est 3 fois 150 et pas de remboursement, quoi. Je me bats pour mes enfants. Comment eux vivent le fait d'être atteints de cette maladie, qui t'ont vu aussi souffrir de cette maladie Disons que maintenant qu'ils grandissent, ils comprennent les choses. Étant petit, ils comprenaient pas trop les choses. Ils me voyaient, maman fatiguée, maman malade, voilà. Et en grandissant, les enfants ont vu de plus en plus que maman fatiguée, maman a mal, c'est devenu une maladie qui a été diagnostiquée. Et en fait, que eux, tous les symptômes que moi j'avais peut-être exposant 10, eux, ils commençaient à les avoir aussi.
Et quand ça ne va pas, il me téléphone, quoi, en disant maman, j'ai ça, comment je peux faire sur mon ordinateur, comment je dois faire, j'ai mal aux doigts, je voudrais bien, est-ce qu'il est possible d'avoir des orthèses comme toi pour les doigts, voilà, et ils bénéficient des médecins dont je me suis entourée avec les années, en fait. Aujourd'hui, en plus de ses douleurs musculaires et articulaires chroniques, Laurence doit composer avec des douleurs neuropathiques de type brûlure, décharge électrique. Tout cela a déréglé son système nerveux, la rendant hypersensible à la douleur. Parfois, un simple effleurement ou le contact d'un tissu sur sa peau est douloureux. Tu as vécu une très grande partie de ta vie avec des douleurs. Ouais. Est-ce que tu as des conseils peut-être à donner pour des gens qui nous écoutent et qui sont dans la douleur constamment? Peu importe ce que les personnes autour de soi disent, c'est bien avoir en tête que mes douleurs sont légitimes. Et c'est pas parce qu'elles ne se voient pas, qu'elles n'existent pas, et que c'est pas parce qu'un médecin ne m'entend pas qu'il faut rester accroché à ce médecin. Je dirais aux gens vraiment qui ont mal qu'il faut s'écouter, et si se mettre dans de l'eau chaude qui coule pendant 1 heure, ça me fait du bien, je le fais. Et si me faire du bien, c'est regarder par la fenêtre pendant 1 heure, je le fais. Il y a certainement des petites choses qui vont apaiser mes douleurs et aller vers ces petites choses. Rester actif, que ce soit dans le bénévolat ou même au niveau du boulot, ça importe. Mes missions professionnelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles sont hyper importantes pour moi parce qu'elles redonnent du sens à ma vie. Elles m'occupent de la journée, elles redonnent un rythme à ma vie. J'ai récupéré des collègues, des vrais collègues. Alors je les vois à distance, mais tu sais même pas ce que ça peut faire de bien de parler à des collègues d'autre chose, de t'as mal, ça va. Et puis, clairement, financièrement, mon salaire est important pour me soigner, en fait. Et pour également soigner mes enfants et pouvoir leur offrir les aménagements auxquels ils ont droit de manière légitime, mais auxquels ils n'ont pas droit par la sécurité sociale ou par une reconnaissance de handicap. Je pense que le SPF Personnes Handicapées attend que mon fils et ma fille soient dans le même état que moi pour pouvoir leur donner un petit coup de pouce. Mais c'est incroyable, quoi. Laurence n'a pas fini de se battre pour ses enfants et de se faire le porte-voix de ces nombreux malades de l'ombre. En Belgique, plus de 500 000 personnes sont atteintes d'une maladie rare, dont 78% sont d'origine génétique. Il faut en moyenne 5 ans pour qu'elles obtiennent un diagnostic correct et moins de 6% disposent d'un traitement efficace. À cela s'ajoute un accès difficile à des soins adaptés et abordables financièrement. Si vous avez été touché par le témoignage de Laurence sur la douleur chronique et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à parcourir le dossier « Douleur chronique, ce n'est pas dans la tête » sur enmarche.be. Ne restez pas seul face à la douleur. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle inspiration.